Bonsoir à tous, merci d'être là. Ce soir, dans le cadre des Cafés d'Ancône, un café-conférence sur le sujet la bienveillance quand elle s'invite en psychothérapie. Ceci est le titre du livre de Pierre Nantat qui vient de sortir chez l'Harmattan. Pierre est psychothérapeute depuis 1991, donc depuis 15 ans il exerce à Paris et il est spécialisé dans le traitement des personnes qui souffrent du trouble de l'émotion. Il a exercé plusieurs métiers avant d'arriver au métier de psychothérapeute. Il a été dans la communication, le marketing, le management. Il s'est occupé de chômeurs aussi à la NPE, en les aidant à trouver un emploi, en répondant à leur mal-être et en essayant d'apporter des réponses aux questions des personnes qui étaient en souffrance, du moins à la NPE. C'est ça. Voilà. Ce travail qui lui a beaucoup plu, a déclenché chez lui quelque chose d'un peu particulier qui s'appelle le contre-transfert, c'est-à-dire qu'il a encaissé les peines et donc les souffrances des personnes qui ne trouvaient pas de travail et il rentrait chez lui un petit peu démuni, un petit peu plus triste chaque soir parce qu'il faisait un peu éponge et ressentait un mal-être en fait à cause de ces longs entretiens avec ces personnes qui étaient en souffrance. Donc il a envisagé de faire une psychothérapie et il a fait appel à un premier psychothérapeute ou psychiatre. Un psychiatre qui l'a fort déçu. Il s'est dirigé donc vers un deuxième thérapeute qui exerçait à Nancy et il a effectué des trajets Paris-Nancy toutes les semaines pour voir ce psychothérapeute, pour se rendre compte qu'au final c'était aussi un piètre docteur, si je puis dire, qui l'a encore moins convaincu des bienfaits de la psychothérapie. Il était prêt à baisser les bras quand il a fait une rencontre d'un monsieur qui s'appelle Luc Bonin, qui est devenu un superviseur et un acteur très important. Après 3, 4, 5, 6 ans de psychothérapie, Luc Bonin m'a conseillé de devenir psychothérapeute. Moi, c'était pas franchement quelque chose vers lequel je me dirigeais, mais je me suis dit, après tout, pourquoi pas. Donc, j'ai fait une formation à l'école parisienne de Gestalt, qui a duré 3 ans, à l'issue de laquelle j'ai eu donc mon diplôme. J'ai commencé à pratiquer vraiment dans les années 92-93 jusqu'au jour où je me suis installé sur Paris. Mais entre-temps, j'avais eu l'occasion de rencontrer le docteur Vachon-France, qui était président de l'Association française d'alcoolologie, qui m'a beaucoup encouragé à faire un DU d'alcoolologie. Et puis, au bout de quelques années avec ce médecin, je rencontrais de plus en plus de personnes alcooliques, addictées, et je me suis aperçu que toutes ces personnes avaient un point en commun, c'est qu'elles souffraient beaucoup de troubles de l'émotion. C'est un livre qui s'adresse aux personnes qui veulent entamer une psychothérapie, qui n'ont peut-être pas trouvé tout de suite, au moins du premier coup, un bon psychothérapeute qui a su répondre à leurs attentes, mais qui peuvent se rassurer en lisant ce livre, en se disant ça existe, c'est possible, il y a encore une bienveillance, il y a encore des médecins qui sont capables de soigner sans forcément prendre de haut ou considérer avec beaucoup d'indifférence, de mépris leurs patients, en pensant que c'est une très bonne méthode pour guérir. Et ce livre aussi peut accompagner les jeunes psychothérapeutes qui se remettent en question, qui veulent apprendre une manière plus moderne, inspirée de la Gestalt thérapie, pour pouvoir être plus efficaces en fait, dans leur traitement. Donc c'est un livre qui est très, très intéressant, très abordable en tout cas, et dès lors qu'on s'intéresse un petit peu à la psychologie et aux moyens de guérir par la psychothérapie,
J'ai voulu dans ce livre démystifier un peu la psychothérapie, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté le sachant et en face de l'autre côté le patient. J'ai voulu vraiment dans ce livre montrer que le succès d'une psychothérapie reposait essentiellement sur le partenariat qui s'installe et qui doit s'installer entre le thérapeute et son patient. Il est important qu'un thérapeute ait fait un travail sur lui. Parce que s'il n'a pas fait un travail sur lui, comme le disait Diane tout à l'heure, et c'est ce que j'ai moi vécu, on va être tout de suite plongé dans le contre-transfert, c'est-à-dire que je vais absorber la misère du patient, ou je vais projeter sur mon patient ma propre misère. Ce n'est pas mieux non plus, hein. Donc la bienveillance, c'est véritablement un jeu, hein, une forme de danse que l'on fait avec l'esprit, le cœur et parfois le corps du patient et du thérapeute. Donc Pierre Nantin explique excessivement bien dans ce livre que le thérapeute doit instaurer une confiance, donc une bienveillance, une confiance avec son patient pour arriver à faire sortir les ressources en fait que nous avons en chacun. Voilà. Ces ressources ne vont pas sortir toutes seules, ces ressources ne vont pas sortir face à un thérapeute qui est absent, qui est indifférent, qui est méprisant. Et cela passe par l'écoute active. Donc l'écoute active, c'est reformuler, je crois. C'est non seulement reformuler, mais c'est en plus inciter le patient à rentrer en lui-même, à oser verbaliser ce qu'il n'a jamais osé verbaliser. Dans l'écoute active, il y a le mot actif, donc c'est-à-dire que c'est une forme de fonctionnement entre la proposition du thérapeute et la réponse du patient. C'est un travail qui s'apparente un petit peu à la confrontation, mais ce n'est pas une confrontation, c'est une écoute active, c'est-à-dire que le patient écoute ce que dit le thérapeute et le thérapeute écoute ce que dit le patient. Et de cette double écoute arrive une compréhension mutuelle. Et donc c'est au travers de cette compréhension mutuelle que se produit la guérison, si je puis dire. Est-ce que c'est par la reformulation de ce que dit le patient que le courant passe, j'ai envie de dire? Pas forcément, c'est pas uniquement la reformulation, la reformulation c'est classique, mais c'est surtout obliger le patient à reformuler, mais aller un peu plus loin de ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, vous dites j'ai soif, il ne s'agit pas de dire vous avez soif. Dans le travail, on va dire par exemple, que signifie cette soif? Vous avez soif de quoi? Vous avez soif d'eau, soif de ceci, soif de cela. Et pourquoi vous voulez boire? Voilà. Donc à partir d'un petit truc tout bête comme ça, on va donc démarrer sur un jeu et on se termine par, de toute façon, chaque fois que je demandais quelque chose, on ne me donnait jamais rien. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à me servir tout seul, et c'est la raison pour laquelle je bois tout seul dans mon coin, etc. Voilà, comment on peut arriver à partir d'une seule petite phrase comme j'ai soif, à aller plus loin. Comment vous avez fait, vous, personnellement, pour mettre une barrière, en fait? Parce qu'au début de votre carrière, quand vous travailliez avec des chômeurs qui étaient en souffrance, vous avez eu cet épisode de contre-transfert, en fait, où vous avez pris la douleur des autres. Aujourd'hui, vous êtes psychothérapeute, donc la douleur des autres, c'est votre métier, vraiment, au quotidien. Comment faites-vous pour la gérer? C'est tout l'intérêt de la psychothérapie que j'ai fait personnellement. C'est-à-dire que si je n'avais pas fait de la psychothérapie, je n'aurais pas été chercher l'origine de mes propres souffrances. Et donc, si vous voulez, lorsque j'aurais rencontré quelqu'un d'autre qui souffrait, qui me rappelait un peu ma souffrance, je me serais dit, j'ai trouvé quelqu'un qui a la même souffrance que moi, ça tombe bien, on va faire un club. Le fait d'avoir fait un travail sur moi, c'est que je peux faire la différence entre la souffrance de l'autre, même si elle me ressemble beaucoup, et ma souffrance. Avant de m'occuper des demandeurs d'emploi, des chômeurs de longue durée, je fais juste une petite parenthèse, j'avais moi-même fait 6 mois de chômage.
Et je m'étais sorti du chômage en créant ma société. Et lorsque je voyais un demandeur d'emploi qui me disait « Ah oui, mais non », ah oui, mais non, j'étais là en train de consommer beaucoup d'énergie en disant « Moi, je m'en suis sorti, il n'y a pas de raison que vous en sortiez pas ». Et c'est dans ce sens-là où mon compte au transfert fonctionnait très mal. Hein. Jusqu'au jour où je me suis aperçu que c'était son problème. S'il n'avait pas envie de s'en sortir, ben, il ne s'en sort pas. C'est pas le moment. Il y a des gens qui s'en sortent au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois. Il y en a qui ont besoin de 3 ans, 4 ans, 5 ans. En psychothérapie, c'est exactement la même chose. On peut trouver des personnes qui vont tout d'un coup sortir de leurs problèmes en 4 ou 5 mois. Et puis il y en a d'autres, comme je dis toujours, qui ont besoin de ça pour se faire plaindre, ou alors ça sort pas, c'est pas prêt, quoi, hein, et qui vont rester 2 ans, 3 ans en psychothérapie. C'est pas que la psychothérapie ne marche pas. Hein. Ils me disent d'ailleurs, on tourne en rond. Ben, je dis non, on ne tourne pas en rond, on tourne autour de quelque chose qui ne veut pas sortir. Et quand la chose voudra sortir, on ne tournera plus en rond. On tourne autour, et le jour où ça sortira, on ne tournera plus. Mais je crois que ça fait partie de la bienveillance. Il faut respecter l'autre. Il ne faut pas vouloir aller plus vite que la musique. Hein. Avec les borderline, notamment, c'est assez dangereux. Parce que les borderline, ils comprennent très vite. Et au bout de 3 mois, ils disent « ça y est, j'ai compris, merci ». C'est comme les antibiotiques, c'est fini. Exactement. Et ils ne vont pas jusqu'au bout du traitement. Hein. C'est-à-dire que dès que ça va un peu mieux, qu'il n'y a plus de fièvre, ils arrêtent le traitement des antibiotiques. Et il rechute 5 ou 6 mois après en disant « ça y est, je ne peux pas, comment ça se fait, je suis retombé dedans, je m'en sortirai jamais, je suis maudit, etc. etc. » Alors en parlant de musique, moi j'ai l'impression que vous êtes un peu un chef d'orchestre. Oui. Et qui veut gérer en fait les musiciens. C'est pas lui qui fait la musique, mais c'est lui qui donne le rythme, c'est lui qui donne les outils, qui donne la cadence et qui explique comment faire pour que quelque chose de beau en fait sorte, émane des musiciens. Et c'est vous en fait qui menez voilà. Oui, c'est vrai. Concrétiser un petit peu la renaissance de ces personnes. Oui, c'est vrai que la métaphore est intéressante parce qu'en fait, le patient, il est l'orchestre, il est la partition et il est les instruments, il est tous les instruments. Hein. Et le chef d'orchestre consiste à dire, là, il y a le premier violon qui ne va pas. Au fond, il y a la grosse caisse qui n'a pas tapé où il fallait, donc on recommence et on recommence, et on rejoue le truc. Jusqu'à temps qu'on soit dans une musique qui soit agréable pour le patient. Ils disent, tiens, c'est vrai, c'est ma symphonie. Mais nous, en tant que thérapeute, on n'est que le chef d'orchestre, oui, c'est vrai. Comme je dis aussi, il y a une autre métaphore que j'aime bien, c'est la métaphore du guide de montagne. Hein, c'est-à-dire que quand on démarre une psychothérapie, je me plais à dire que c'est comme si on partait faire une course en montagne. Et la première des choses à faire, c'est vérifier si on est bien chaussé. La plupart des gens font des courses en montagne, en espadrille ou en nu-pied. Donc voilà. Deuxièmement, ils ont décidé d'amener un sac à dos dans lequel il y a les problèmes des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, des enfants, de la femme ou du mari. Et ils entreprennent une psychothérapie pour atteindre un sommet. Moi, je leur dis, on ne va pas pouvoir s'en sortir comme ça. Donc la première des choses à faire, c'est vider le sac et dire ça on le garde, ça on le garde, ça on le garde pas, ça on le garde pas. Il y a beaucoup de patients qui disent oh ça j'y tiens quand même, hein, c'est mon petit truc à moi, mais je dis t'as vu ça pèse, ouais mais je veux le garder quand même parce que c'est pas. Et alors on grimpe pas et puis quand on arrive au premier bivouac, ben il a les pieds en sang, etc. Je dis tu vois, on ferait peut-être bien de laisser tomber un peu maman ou tomber un peu papa et puis on continuera à marcher, ça sera un peu moins lourd, oui pourquoi pas. Donc on commence comme ça. Ça, c'est un peu la métaphore que j'aime bien utiliser aussi. Est-ce que vous pensez que la psychothérapie actuelle, elle doit se moderniser absolument? Est-ce qu'elle n'est pas en train de rester dans un schéma qui date de trop longtemps et qu'en fait, on n'avance pas, on n'évolue pas avec notre temps? Moi, ce que je reproche un petit peu aux psychothérapeutes d'un certain âge, c'est qu'ils n'ont pas envie de se remettre en question, ils n'ont pas envie de se former. Et les jeunes ont plus tendance à se former, hein. Ils vont se remettre en cause, mais aller dire à quelqu'un qui a 50 ans qu'il faut qu'il se remette en route, tu dis oh écoutez, ça finira bien par lui passer, hein. Un petit Lexomil, un petit Roxane, et puis c'est tout, quoi. Bon, hein. Mais je pense qu'il faut juste pointer une chose,
c'est qu'en France, il y a vraiment une misère de la psychiatrie. Je veux dire que c'est pas l'objet du débat, mais on pourrait écrire un livre blanc sur la psychanalyse en France. D'abord, on est dans une société de presse-bouton. Hein, c'est-à-dire qu'il faut tout de suite. Vous avez un petit coup de déprime, là, ça va pas le faire. Hein. Donc, vous prenez un Lexomil ou quelque chose comme ça, et vous allez tout de suite beaucoup mieux le lendemain matin. Donc, à quoi bon aller voir un psy? Hein, parce qu'avec le psy, vous n'allez pas aller mieux demain matin. Il vous faudra quand même 5-6 séances pour aller mieux. Mais si avec un petit bonbon, ça va mieux, pourquoi pas? Donc, si vous voyez, il y a ce premier point, du tout de suite. Il y a le deuxième point, c'est on est dans une civilisation judéo-chrétienne, je dis bien judéo-chrétienne, qui ne supporte pas qu'on aille mal. Les Américains, les Anglo-Saxons, il n'y a aucun problème. Hein, quand ils ont bobo quelque part, ils vont voir leur psy. Les femmes aux États-Unis, elles vont voir leur psy comme elles vont voir leur gynécologue. Hein. Troisième point, on est dans une situation, dans une civilisation où on doit aller bien. Donc c'est pour ça que toute personne qui va aller voir un psy est définitivement étiquetée comme n'allant pas bien. On va attendre, si vous voulez, le burn-out, le harcèlement moral. Alors ça, c'est bien vu, hein. Harcèlement moral, burn-out. Là, on dit, ah ben j'ai fait un burn-out. C'est normal, puisque tu as fait un burn-out, tu prends 6 mois d'hôpital, tu vas plus au travail, et tu es soutenu par un psychiatre, psychanalyste, psychothérapeute, tout ce que tu veux. Mais si tu fais pas le burn-out, pas de problème. Il faut serrer les dents et y aller. Dédramatiser surtout, c'est le maître mot, quoi. Dédramatiser Voilà. la relation entre le patient et, Il faut vraiment dédramatiser. et le médecin. Et ça commence tout simplement par un premier rendez-vous, en général, qui commence malheureusement par bon, alors qu'est-ce qui vous amène, qu'est-ce qui va mal? Alors si on commence par dire bon, qu'est-ce qui ne va pas, on en rajoute une couche. Donc moi en général, quand quelqu'un arrive, je lui demande s'il a trouvé une place facile pour se garer, s'il est venu en voiture. Je lui demande également si c'est la première fois qu'il va voir un psy, etc. Enfin, on crée l'ambiance. Et une fois qu'on a créé l'ambiance, on peut commencer à dire, bon, ici et maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous gêne? Jamais qu'est-ce qui va mal, hein. C'est qu'est-ce qui vous gêne. Okay. Alors là, on commence, on peut démarrer. Mais l'anamnèse, la première séance, est très très importante. L'anamnèse, c'est amener le patient à raconter son histoire. Ça peut prendre une séance, ça peut prendre 2 séances, ça peut prendre 3 séances, mais tant que l'anamnèse n'est pas faite, on ne commence pas la psychothérapie. Et ça, c'est un gros risque aussi que les psychothérapeutes font. Par exemple, j'arrive et puis je dis, ben, mon père est mort quand j'avais 5 ans, ou alors un autre cas, j'ai été abusé quand j'avais 3 ans, ou alors un autre cas, ma mère m'a abandonné à la naissance. C'est du beurre en branche pour le psy. Il se précipite là-dessus et on oublie tout le reste. Hein? Et donc on va focaliser là-dessus. Si bien que l'autre il avait des trucs à raconter à côté, il se dit, bah, s'il me dit que c'est grave, bah, alors ça doit être grave, alors on va aller là-dedans. Et donc on va se retrouver à passer des séances et des séances sur le décès de un tel, sur l'abus sexuel. Je ne veux pas dire que ça n'a pas d'importance, mais je veux dire qu'il n'y a pas que ça. Hein? Et donc c'est pour ça que dans le livre, j'explique l'importance de l'anamnèse. On va trop vite. On ne prend pas le temps de découvrir le patient. Mais je vous dis, on est dans un truc presse-bouton. Hein. Aujourd'hui, quand on a envie de sortir avec quelqu'un, on ne va pas passer 2 semaines, 3 semaines à le voir tous les soirs en lui disant qu'est-ce que tu fais, etc. Au bout de 2 soirs, on dit bon ben écoute, tu me plais, je crois que ça serait bien qu'on aille manger un bout, et puis bon après on voit ce que ça donne, quoi. Hein. Quand la thérapie est finie, on ne dit jamais bon ben c'est fini, bravo, je crois qu'on a fait un bon chemin ensemble, bonne chance. Jamais. Parce que alors là, il y a chez le patient qui est en face de vous, tout qui remonte. Me voilà à nouveau abandonné. Je suis livré à moi-même. Qu'est-ce que je vais devenir? Et la plupart des patients me disent, j'espère que vous n'allez pas prendre votre retraite tout de suite, hein, parce que j'en ai encore besoin. Hein. Et donc le truc, ça consiste à dire... La bienveillance continue. Voilà, exactement. Et moi je dis toujours, si vous avez besoin de nous revoir dans 1 an, dans 6 mois, dans 3 ans, dans 4 ans,
je serai là. Voilà. Bah, merci. Bah, Merci à vous. Merci Pierre. Merci Anne de nous Merci. avoir invités. Merci Diane. Et si vous avez amené votre livre ou si vous désirez avoir un livre, on va passer une séance de dédicace. Voilà, très bonne fin de soirée. Merci à vous. Merci.